Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Lecture en Crous, texte traduit de l'anglais américain par Noël Mauberet. Geneviève et Jo étaient des aristocrates de la classe ouvrière. Un milieu qui n'était pour l'essentiel que misère noire les avait laissés intacts et sans tache. Ils avaient une telle dignité, un tel respect pour ce que la vie offrait de délicat et de sain, qu'ils s'étaient tenus à l'écart de leurs congénères. Les gens ne venaient pas spontanément vers eux, et ni l'un ni l'autre n'avait eu d'amis au sens véritable du terme. Quelqu'un qui ouvre son cœur, avec qui copiner et partager les mêmes goûts. Ils éprouvaient un besoin aigu de vie sociale, mais s'ils étaient restés solitaires, c'était faute de pouvoir satisfaire ce besoin tout en demeurant fidèles à leur idéal de pureté et de droiture. Si une seule fille de la classe ouvrière avait mené une vie protégée, c'était bien Geneviève. Au sein même de la rudesse et de la brutalité, elle avait évité tout ce qui était rude et de brutal. Elle ne voyait que ce qu'elle choisissait de voir, et elle choisissait toujours de voir le meilleur, évitant sans effort, par une sorte d'instinct, la vulgarité et la grossièreté. Dès son entrée dans la vie, elle avait été particulièrement à l'abri, fille unique. D'une mère invalide dont elle s'occupait, elle n'avait pas traîné dans les rues avec les gamins du voisinage. Son père, un petit employé malingre, terne et effacé, et du coup confiné chez lui par ce handicap qui l'éloignait des autres hommes, s'était consacré à parer son foyer de tous les charmes de la tendresse et de la douceur. Orpheline à 12 ans, Geneviève était passée directement des obsèques de son père au service des Silverstein, dans leur appartement au-dessus de la confiserie. Et là, protégée par ces gentils étrangers, elle avait été logée, nourrie et habillée, en échange de quoi elle gardait la boutique. Les Silverstein y trouvaient tout particulièrement leur compte. Ils s'abstenaient de tout négoce quand il arrivait le samedi et ils avaient besoin d'une employée non juive. C'est dans ce petit magasin, sans histoire, que s'écoulèrent pour elle 6 années de formation. Geneviève avait peu de camarades, de vraies copines. Elle avait préféré n'en fréquenter aucune pour la bonne raison qu'elle n'en voyait pas qui lui convint. Elle n'aimait pas davantage se promener avec les garçons du voisinage, comme le faisaient la plupart des filles dès leurs 15 ans. Poupée bêcheuse était le sobriquet qu'elles s'étaient attirées de leur part. Et, si sa beauté ainsi que sa réserve lui avaient valu cette inimitié, elle ne leur en imposait pas moins le respect. Quant aux garçons, ils l'avaient surnommée pêche à la crème, mais seulement à mi-voix et entre eux, de peur de déchaîner le ressentiment des autres filles en éprouvant pour Geneviève cette craintive admiration bien proche de faire d'elle une divinité. Tant elle leur paraissait mystérieuse, belle et lointaine. Belle, Geneviève l'était vraiment. Elle était une de ces merveilleuses fleurs du monde ouvrier qui éclosent parfois par hasard de façon inexplicable, comme un vrai défi à la biologie aussi bien qu'au milieu. Elle était belle par sa carnation, le sang irriguant délicieusement sa peau blanche. Il ne s'y était pas trompé en l'appelant pêche à la crème. Belle, elle l'était aussi par la régularité de ses traits. Enfin, sa beauté n'eût-elle résidé que là. Elle était modérée, avec une grande harmonie de lignes. Pondérée, ne parlant jamais fort, d'un port imposant et réservé, elle avait l'art de s'habiller d'un rien, mais qui s'accordait à merveille avec sa beauté et sa prestance. De plus, elle était d'une féminité éblouissante, tendre, douce et attirante, présentant à la fois ce qu'on devine de passion ardente chez la maîtresse et la maternité chez l'épouse. Mais ces derniers aspects de sa nature avaient sommeillé durant toutes ces années, attendant le partenaire qui saurait le réveiller. C'est alors qu'un samedi, après un torride après-midi, Joe entra dans la boutique de Silverstein afin de se rafraîchir avec un soda à la glace. Occupée à servir, Geneviève n'avait pas remarqué son arrivée. Son client était un gamin de 6 ou 7 ans qui bravement faisait l'inventaire de ses désirs devant une vitrine où s'étalaient des bonbons merveilleux. À côté d'un carton où on disait 5 pour 5 cents. Elle avait entendu. Un soda à la glace, s'il vous plaît. Et avait machinalement demandé à quel parfum, sans lever les yeux. Ce n'était pas dans ses habitudes de prêter attention aux garçons. Il y avait quelque chose en eux qu'elle ne comprenait pas.
La façon dont il la regardait la mettait mal à l'aise. Elle ne savait pas pourquoi. Il émanait d'eux une grossièreté et une brutalité qui lui déplaisaient. Jusque-là, l'homme était resté étranger à son imagination. Les jeunes gens qu'elle avait rencontrés ne l'avaient ni attiré ni intéressé. En résumé, si l'on avait demandé à Geneviève de donner une seule raison à l'existence des hommes sur Terre, elle aurait été bien embarrassée pour répondre. C'est au moment où elle vidait la mesure de glace dans le verre que son regard se posa par hasard sur le visage de Joe. Et elle éprouva sur le champ une sensation agréable, une espèce de contentement. L'instant d'après, ce fut Joe qui la regarda. Geneviève avait baissé les yeux et s'était tournée vers la fontaine d'eau de Seltz. Mais pendant qu'elle remplissait le verre au robinet, elle ne put s'empêcher de le regarder une nouvelle fois. Oh, une fraction de seconde, pas davantage, mais elle n'eut pas besoin de plus longtemps pour surprendre ses yeux sur elle, dans l'attente que leurs regards se rencontrent, et sur ses traits un franc intérêt qui fit qu'elle se détourna au plus vite. Qu'il y eût un homme capable de lui procurer pareil ravissement ne laissait pas de l'étonner. Quel joli garçon, pensa-t-elle innocemment, tout en essayant d'échapper à la puissante attraction qu'elle devinait derrière cette simple beauté. Cela dit, ce n'est pas joli le mot, remarqua-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle posait le verre devant lui et recevait la monnaie tout en plongeant pour la 3e fois ses yeux dans les siens. Son vocabulaire était limité et elle ne s'attachait pas trop aux nuances, mais la puissante virilité que dégageaient les traits de ce garçon ne lui semblait pas appeler le mot joli. « Il doit être beau alors », fut la seconde réflexion qu'elle se formula tout en lui faisant de nouveau face. À ce compte-là, il suffisait d'être bien bâti pour mériter ce qualificatif que, d'ailleurs, elle rejeta à son tour. N'importe, c'était bon de le regarder, et cette envie de le dévisager encore et encore l'agaçait prodigieusement. Quant à lui, il n'avait jamais rien vu comme cette fille derrière le comptoir. Il était certes plus averti qu'elle en matière de choses de la nature, et notamment il savait fort bien pourquoi il y avait des femmes sur Terre. Néanmoins, la gente féminine n'occupait aucune place dans son univers à lui. Son imagination était aussi étrangère à la femme que celle de Geneviève l'était à l'homme. Mais voilà que cette terre vierge venait d'être foulée. Et par qui? Par Geneviève. Il n'avait jamais eu, même en rêve, la vision d'une fille aussi belle, et il ne parvenait pas à détacher le regard de son visage. Pourtant, à chaque fois que, pendant qu'il la contemplait, leurs yeux se rencontraient, il ressentait un douloureux embarras et se serait détourné si elle n'avait pas baissé les yeux aussi rapidement. Mais quand enfin Geneviève, levant lentement la tête, se mit à le fixer, c'est lui qui baissa les yeux et rougit. Des deux, c'était elle la moins embarrassée, et de loin, ou alors rien ne trahissait sa gêne. Elle remarquait pourtant une palpitation intérieure, un phénomène tout nouveau pour elle, mais qui en aucune façon ne dérangeait sa sérénité extérieure. Joe, au contraire, était manifestement maladroit et délicieusement misérable. Ni l'un ni l'autre ne connaissait l'amour, et ce qui parvenait à leur conscience n'était jamais que l'irrésistible désir de se contempler mutuellement. Tous deux avaient été troublés et éveillés, et ils se rapprochaient avec la précision et l'inéluctabilité de masses qui s'attirent. Lui, rouge d'embarras, au-dessus de sa crème glacée, jouait avec sa cuillère pour meubler. Elle, avec sa voix douce et ses yeux baissés, tissait un sortilège autour de lui. Mais Joe ne pouvait pas s'éterniser au-dessus de sa coupe, et il n'osa pas en commander une autre. Alors il quitta la boutique, laissant Geneviève dans cet état de transe semi-éveillée, et descendit la rue comme un somnambule. Geneviève rêvassa toute l'après-midi et sut qu'elle était amoureuse. Pas de Joe. Il savait seulement qu'il voulait la revoir son visage. Ses pensées n'allaient pas plus loin. D'ailleurs, c'était à peine des pensées, plutôt un vague et indistinct désir. Ce désir le pressait trop pour qu'il pût y échapper. Il le hantait jour après jour, et la confiserie avec la jeune fille derrière son comptoir ne quittait pas un instant son esprit. Il luttait contre le désir. Il avait peur et honte de retourner au magasin. Il tenta d'apaiser sa peur en se disant « Je ne suis pas un homme à femme ». Il se répéta la formule un nombre incalculable de fois « Je ne suis pas un homme à femme », sans aucun résultat, jusqu'à ce qu'un soir, au milieu de la semaine, il entra dans la confiserie.
Il fit comme s'il n'avait pas prémédité son coup, comme si le hasard seul en était responsable, mais tout dans son attitude trahissait le considérable effort de volonté que devaient fournir ses jambes pour porter son corps hésitant. Il était donc timide et plus maladroit que jamais. Geneviève, elle, paraissait plus sereine que jamais, bien qu'à l'intérieur d'elle-même, tout se bouscula de façon alarmante. Joe, incapable de parler, bredouilla sa commande, regarda anxieusement la pendule, expédia sa glace et disparut. Geneviève était près de pleurer de dépit. Quoi? 4 jours d'attente, 4 jours passés à supposer qu'elle était amoureuse, et cela au bout du compte? Ce garçon était gentil et bourré de qualités, elle n'en disconvenait pas. Est-ce qu'il avait besoin d'être si scandaleusement pressé? Mais Joe n'avait pas encore atteint le coin de la rue qu'il avait déjà envie de se retrouver avec elle. Il voulait seulement la regarder. Il était loin de penser qu'il s'agissait d'amour. L'amour, c'était quand les garçons et les filles sortaient ensemble. Quant à lui, soudain, son désir prit une forme bien nette. Il découvrait que c'est cela qu'il voulait d'elle. Il voulait la voir, la contempler, et ne pouvait le faire que si elle sortait avec lui. C'est donc pour ça que les jeunes gens et les jeunes filles sortent ensemble quand approche la fin de la semaine, songeait-il. Ah, il avait vaguement considéré cette sortie comme une formalité, un rituel qui s'impose avant le mariage. Désormais, il en voyait mieux la raison d'être, désirait pour lui aussi la même chose, et il en conclut qu'il était amoureux. Tous les deux dès lors partageaient le même sentiment et il ne pouvait y avoir qu'une issue. Ce fut la 8e merveille du monde pour les voisins de Geneviève que de la voir sortir avec Joe. L'un comme l'autre étaient par nature très avares de paroles, et leur cours dû à ce trait de caractère de durer longtemps. S'il avait, lui, besoin de l'action pour s'exprimer, elle le faisait au repos, en y pensant mûrement et à travers la flamme amoureuse qui brillait dans ses pupilles. Encore que, dans sa pudeur de jeune fille, elle eût bien renoncé à ce langage-là si elle avait mesuré tout le discours que son cœur y imprimait si clairement. Mon chéri, ma chérie, étaient des vocables dont l'intimité les effrayait trop pour qu'ils pussent y recourir d'emblée. À l'encontre de bien des couples, ils n'abusaient pas des mots doux. Pendant longtemps, ils furent simplement contents de se promener ensemble à la fraîche, de s'asseoir côte à côte sur un banc du parc, sans se dire un seul mot, 1 heure durant, simplement à se regarder les yeux dans les yeux, remerciant les étoiles de leur dispenser une faible clarté, sans quoi ils se fussent sentis bien empruntés, bien gênés. Joe était aussi attentionné avec elle qu'un chevalier servant du Moyen-Âge. Lorsqu'il marchait dans la rue, il prenait toujours bien garde à être du côté de la chaussée. Il ne savait plus d'où il tenait que c'était l'usage. Et quand il se retrouvait du mauvais côté en rebroussant chemin, il passait rapidement derrière Geneviève afin de se retrouver du bon. Il portait ses paquets et même son parapluie lorsque la pluie menaçait. Ignorant la coutume qui consiste à envoyer des fleurs à sa bien-aimée, il faisait parvenir des fruits à Geneviève. Les fruits, au moins ça servait. L'idée d'un bouquet ne lui avait jamais effleuré l'esprit, jusqu'au jour où il remarqua une rose pâle dans les cheveux de Geneviève. Cette rose ne cessait d'attirer son regard. Il s'agissait de ses cheveux à elle, et donc la présence de la fleur l'intéressait. En outre, la fleur l'intéressait parce que c'était elle qui avait choisi de la placer à cet endroit. Et pour ces raisons, il observa la rose de plus près. Il découvrit que l'effet en lui-même était superbe, et en fut fasciné. Le plaisir naïf qu'il éprouvait à voir la fleur était un plaisir qui la visait, elle, et ils connurent un nouveau et mutuel frisson amoureux. La fleur en était cause. Immédiatement, il devint un amant des fleurs. Ah, ce n'est pas tout. Il se fit inventeur en galanterie. Il lui envoya un bouquet de violettes. L'idée venait de lui et de personne d'autre. Il n'avait jamais entendu parler d'un homme envoyant des fleurs à une femme. Pour lui, les fleurs servaient à faire joli, et puis aux enterrements. Il se mit à envoyer des fleurs à Geneviève tous les jours, ou presque, trouvant, quant à lui, l'idée originale, une pure invention en somme dans l'histoire de l'humanité. Le culte qu'il rendait à Geneviève restait cependant plutôt timide, aussi timide que la manière qu'avait Geneviève de l'agréer. Elle représentait tout ce qu'il avait de pur et de bon, un saint des saints qu'il ne s'agissait pas de profaner à la légère, même par mégarde,
si l'adepte venait à pécher par une trop fervente vénération. C'était un être qui différait du tout au tout de ceux que Joe avait connus. Elle n'était pas comme les autres filles. Il ne lui vint jamais à l'esprit qu'elle était de la même argile que ses propres sœurs ou que les sœurs de n'importe qui. Elle était plus qu'une simple fille, plus qu'une simple femme. Elle était Geneviève, un être à part, rien de moins qu'un miracle de la création. Geneviève, en retour, ne nourrissait guère moins d'illusions sur le compte de Joe. Sur des broutilles, elle savait être critique, tandis que lui, qui ne voyait rien à reprendre en elle, pratiquait une adoration sans partage. Mais quand elle le considérait globalement, elle oubliait la revue des détails et ne percevait que la créature miraculeuse qui donnait un sens à sa vie, pour qui elle eût pu mourir aussi volontiers qu'elle pouvait vivre. Plus souvent qu'à son tour, elle se berçait de rêves éveillés et imaginait des situations où, mourant pour lui, elle exprimait enfin de façon adéquate l'amour qu'elle lui vouait et que, vivante, elle ne pourrait jamais entièrement exprimer. Leur amour était un mélange de feu et de rosée. Le côté physique était à peine présent, tant cela leur eût semblé une profanation. L'aboutissement charnel de leur relation n'entrait pas dans le champ de leur réflexion. Cela ne les empêchait pas de connaître des contacts physiques instantanés, de soudains désirs, de subites extases, caresses du bout des doigts sur la main ou le bras, fugace pression d'une paume, rare réunion des lèvres dans le baiser, frissons que donne le frôlement des cheveux sur la joue, gestes légers pour remettre en place une mèche folle qui tombait sur le front. Toutes ces privautés, il les connaissait, mais aussi, incapable de dire pourquoi, il trouvait à ces caresses, à ces doux rapprochements des corps, comme un avant-goût de péché. Il y avait des moments où Geneviève avait follement envie de jeter ses bras autour de Joe en s'abandonnant totalement, mais une barrière sacro-sainte immanquablement la retenait. En ces occasions, elle se représentait aussi distinctement que douloureusement certains péchés insoupçonnés se cachant au plus profond d'elle-même. C'était mal à n'en pas douter, qu'elle pût souhaiter caresser son amant d'une façon si inconvenante. Une jeune fille qui se respecte ne pouvait pas rêver de le faire. C'était indigne d'une femme, sans compter sa réaction à lui, si elle se laissait aller. Et à l'idée de pareille catastrophe, elle semblait se recroqueviller, se dessécher dans la fournaise d'une secrète infamie. Joe lui aussi était aiguillonné de curieux désirs. En tête de ses impulsions venait peut-être la tentation de faire du mal à Geneviève. Quand au prix d'infinis subterfuges, il était enfin parvenu au bonheur suprême de l'enlacer par la taille, il était titillé par l'envie de donner à cette étreinte un tour violent, de faire crier de douleur cette jeune fille. Rien en lui d'inné ne le poussait à vouloir causer du mal. Même sur le ring, ses coups n'étaient pas envoyés dans cette intention. Là, il se pliait au jeu, qui veut qu'on terrasse l'adversaire pendant un laps de temps de 10 secondes. De la sorte, blessé pour blessé n'entrait jamais dans ses vues. Si du mal était fait, il venait par-dessus le marché et but premier était une autre paire de manches. Cependant, avec cette fille qu'il aimait, se faisait jour un certain penchant à l'agressivité. À expliquer cette envie qu'il le prenait, quand il serrait le poignet de Geneviève entre son pouce et son index, de resserrer cet étau jusqu'à le broyer, visiblement le dépassait. Ne comprenant pas ce penchant, il se contentait de découvrir dans son caractère des abîmes de brutalité qu'il n'aurait jamais soupçonnés. Il lui arriva une fois, au moment où ils se faisaient leurs adieux, de jeter ses bras autour d'elle et de l'attirer brusquement contre lui. Comme elle l'octait de surprise et de douleur, il fut soudain ramené à la raison, dans un état où l'embarras le disputait, un délice vague et sans nom qui le laissait tout tremblant. Elle, de son côté, tremblait tout autant. La souffrance, même à quoi s'était réduite cette vigoureuse étreinte, lui avait procuré une jouissance. Et du coup, elle refit connaissance avec le péché. D'un péché dont, du reste, elle ne savait ni la nature exacte, ni pourquoi il méritait ce nom. Ils ne sortaient pas ensemble depuis bien longtemps quand Mr. Silverstein fit un beau jour, par hasard, dans son magasin, la rencontre de Joe, qu'il dévisagea de ses yeux ronds, comme des soucoupes.
Puis ce fut le tour de Mrs. Silverstein de laisser libre cours à ses instincts maternels, en se lançant dans une diatribe contre tous les boxeurs et contre Joe Fleming en particulier. C'est en vain que Mr. Silverstein s'était gendarmé pour enrayer l'ire de sa femme. Mais elle éprouvait l'impérieux besoin de se mettre en colère. Elle était mère dans l'âme, sans pouvoir exercer sur quiconque ce privilège. Du réquisitoire, Geneviève reconnut l'air plus que la chanson. Trop abasourdie pour déchiffrer les injures dans le détail, elle se borna à reconnaître dans ce qu'elle entendait se déverser de ses lèvres un torrent d'insultes. Joe, son Joe était Joe Fleming, le champion de boxe. C'était odieux, impossible, trop grotesque pour être croyable. Son Joe aux yeux clairs, aux joues de jeune fille, était ce qu'on voulait, mais pas un type qu'on voit sur les rings. Ah non, certes, elle n'en avait jamais connu directement, mais Joe ne ressemblait en rien à l'image qu'elle s'en faisait, celle de la brute faite homme avec des yeux de tigre et un front bas. Elle avait entendu parler de Joe Fleming, naturellement. Qui à West Auckland ne connaissait pas ce nom? Mais qu'il pût s'agir d'autre chose que d'une pure homonymie ne lui avait jamais effleuré l'esprit. Geneviève retomba sur terre pour entendre Mrs. Silverstein conclure sa tirade d'un ricanement hystérique. « Fréquenter un Hercule de la foi !» Après quoi, les époux Silverstein se prirent de bec sur la question de savoir, de connu ou de célèbre, quel terme convenait le mieux à son amoureux. En tout cas, c'est une bonne garçon, voy, prétendait Mr. Silverstein, qui gagne l'argent et qui met à côté. Ça alors, cria Mrs. Silverstein. Tu sais quoi, toi? Ah, je sais comment, monsieur, il sait. Monsieur, il dépense notre bon argent, hein, en misant les paris sur les boxers, hein? Dis-moi la vérité. Hein? Je sais ce que je sais. Mr. Silverstein tenait bon, attitude que Geneviève ne lui avait jamais vue adopter face à sa femme quand elle était dans ses grands jours. Il reprit. Quand sa père est morte, hein, il s'est embauché chez Hansen, celui-là qui fait les voiles pour bateau. Des frères et sœurs. Il a jusqu'à 6. Hein, tous qui sont plus jeunes. Et la petite paire pour tous. Hein, lui. Hein, il travaille dire. Sans arrêter. Il achète la pain. Il achète le viande. Il paye la loyer. Le samedi soir, il revient à la maison. Il a 10$ dans la porte-monnaie. Si Hansen, il donne 12. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à la petite paire. Ah, il donne tout à la maman. S'il travaillait double, s'il touche 20, et qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte à la maison. Les petits frères, les petites sœurs, ils vont à l'école, ils portent les vêtements de bonne qualité, ils mangent la pain et la viande qu'il est le meilleur. La maman, elle profite bien, on voit la joie dans ses yeux, elle est fière de sa fils Joe, hein, et que c'est un bon garçon. Et c'est pas fini, il a une corps qui est magnifique, oh écoute, qu'il est magnifique. Plus forte que la beffe, hein, la tête plus froide qu'une glacière, hein, puis rapide comme la panthère, des yeux qui voient tout, tac, et déjà ring, hein, il fait l'entraînement à l'atelier avec les autres garçons, pareil à l'entrepôt, il va à la club, il met l'araignée KO, tac, direct, hein, d'un seul coup, la prime, il vaut 5$, hein, et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il la rapporte à la maison et il donne à la maman. Il va beaucoup dans les clubs et il ramasse beaucoup de prix. 10$, 50$, 100$. Il fait quoi? Dis un peu pour voir. Il quitte le bon plat chez Hansen? Il fait galipette avec les copains? Pas du tout. Lui, c'est une bonne garçon. Il continue la travail toute la journée. La soir seulement, il va au club pour la combat. Il dit comme ça. À quoi ça sert que je paye la loyer? Il me dit ça à moi, Silverstein, parfaitement. Bon, moi je réponds. Ça fait rien. Qu'est-ce que je réponds? En tout cas, il achète la maison de première qualité à la maman. Il achète la piano pour les petites sœurs, le tapis pour mettre par terre et les tableaux pour mettre sur les murs. Toujours il est clair et net. Il mise l'argent sur lui. C'est un bon signe, ça. Quand vous voyez que l'homme y met l'argent pour pas parier sur lui, vite, il faut sortir l'argent toi aussi. Mrs. Silverstein, à ce point de ce discours, grogna plus qu'elle n'exprima son horreur des jeux d'argent, et son mari, conscient d'avoir été trahi par son éloquence, affirma qu'il gagnait toujours. Et tout ça, grâce à qui? À Joe Fleming, conclut-il. Chaque fois, c'est lui que je le joue gagnant. Mais le couple que formaient Geneviève et Joe était à toute épreuve, et rien
Pas même cette terrible découverte n'aurait pu lui porter atteinte. C'est en vain que Geneviève tenta de se cuirasser contre Joe. Elle se combattait, elle, et pour lui. À sa grande surprise, elle lui découvrit un millier d'excuses et le trouva plus adorable que jamais. Et elle entra dans sa vie avec l'idée d'être sa destinée, de le dominer en usant des méthodes de la féminité. Elle voyait son avenir avec lui sous les espèces lumineuses d'une métamorphose à accomplir, et son premier exploit fut de lui arracher la promesse de renoncer à la boxe. De son côté, lui qui recourait aux méthodes de l'homme, c'est-à-dire la poursuite de son rêve amoureux et l'aspiration à posséder l'impérissable trésor que lui présentait son désir, avait cédé. Cependant, quelque chose au moment même où il lui promettait, lui disait en son tréfonds qu'il ne pourrait jamais abandonner le jeu, que les circonstances, il ne savait ni quand ni où, l'y ramèneraient de gré ou de force. Et il avait eu une fugace vision de sa mère et de toute la maisonnée, de leurs besoins innombrables, du logis qu'il fallait repeindre et réparer, sans compter les différents impôts qui lui coûtaient, sur quoi vinrent se greffer la perspective d'enfants qui leur arriverait à tous deux et le salaire journalier qu'ils pouvaient espérer à l'atelier de voilure. Mais ce tableau, conformément à ce qui attend la plupart des sonnettes d'alarme, tomba sur le champ aux oubliettes pour ne laisser la place qu'à l'image de Geneviève, et il n'eut plus l'esprit occupé par la faim qu'il avait d'elle, par l'appel que tout son être lui lançait. Aussi accepta-t-il sereinement la sereine hypothèque qu'elle mettait sur sa vie et ses actes. L'un avait 20 ans, l'autre 18. Ils étaient de sexe opposé et faits pour se reproduire, sains l'un comme l'autre, normaux, fouettés par un sang vigoureux. Dès qu'ils sortaient ensemble, même lorsque le dimanche ils se rendaient en promenade de l'autre côté de la baie, ne rencontrant que des gens qui n'avaient jamais entendu parler de lui, leur couple attirait tous les regards. Comme homme, il avait une beauté qui ne détonnait pas avec sa beauté de femme à elle, la grâce faisant pendant à la force, la délicatesse de la silhouette et des traits à la vigueur plus brute et à la charpente du mâle. Cette face aussi franche que fraîche et qui confinait au naïf ses yeux bleus qui lui mangeaient le visage, valait à Joe d'attirer et de retenir maints regards de femme de condition nettement supérieure à la sienne. De ses coups d'œil, de cet intérêt diffus, quasi maternel qu'il suscitait, il ne me remarquait rien du tout. Mais Geneviève, elle était prompte à les voir et à comprendre. Et à chaque fois, c'était pour elle le même picotement de joie mêlé d'orgueil. N'était-il pas à elle? Ne le tenait-elle pas au creux de sa main? Ce qu'il remarquait en revanche, au point d'en tirer ombrage, c'était que les hommes la couvaient des yeux. Cela, elle le voyait aussi et le comprenait comme lui n'aurait jamais pu imaginer de le comprendre. À bientôt pour un nouvel épisode sur Lecture en Crous.